Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans votre émission Droit de savoir et merci d'être fidèle à votre canal d'information Téler TV. À mesure que l'on s'approche de l'échéance électorale des présidentielles de mars 2021 au Congo-Brazzaville, se confirment ou non certaines intentions de candidature à cette élection dont l'organisation semble beaucoup trop précipitée et manque de transparence à tous les niveaux, estiment certains opposants politiques qui y voient d'ailleurs une manœuvre politicienne de la part du pouvoir en place. Parmi ceux qui ont déjà renoncé à leur candidature figure Andrea Papus Gombe que nous recevons sur notre plateau de Téler TV. Bonjour, Monsieur Gombe. Bonjour, Monsieur Perrin. Comment vas-tu et comment se porte le mouvement SASOUFI? Le mouvement se porte bien et je me porte bien, merci. Vous venez, votre mouvement, bien entendu, a publié un rapport sur la gouvernance politique au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, notamment sur les grandes lignes? Oui, on peut revenir là-dessus rapidement. Déjà, chaque année, le collectif SASOUFI publie, en tout cas depuis 2015-2016, un rapport annuel qui fait la recension, c'est-à-dire le récapitulatif des principaux événements, des différentes violations des droits humains ou de corruption qu'on a pu observer en République du Congo. Et il essaie de tracer des perspectives, donc des analyses, et proposer des recommandations pour améliorer, évidemment, à destination aussi bien de la société civile que de ceux qui prétendent gouverner aux destinées de la République du Congo. Donc, le rapport de cette année, c'est beaucoup plus basé sur les faits, évidemment, mais surtout une perspective, celle de l'élection, pour montrer qu'il y a un certain nombre d'éléments concordants qui montrent que la violence est du côté des institutions et du pouvoir et qu'il y a une velléité, évidemment, concrète et éternisée au pouvoir qui passe par la corruption, qui passe par l'intimidation et qui passe par la répression systématique. Lorsque vous dites un rapport qui repose sur les faits, vous faites allusion à quoi exactement, les faits? Non, les faits, c'est-à-dire qu'on récapitule ce qui s'est passé dans l'année, c'est-à-dire s'il y a eu une violation comme un crime ou un abus policier, on le note, la date, le jour, l'heure, qui a été victime, qui a été auteur. Et vraiment, quand on dit les faits, c'est les faits. C'est date, lieu, heure, personne impliquée, sans commentaire de la part du collectif. Donc, c'est assez rébarbatif, mais c'est aussi une manière de montrer l'objectivité dont peut faire preuve le collectif SASOUFI quand il s'agit de collecter, évidemment, l'information. Vous êtes très impliqué dans la politique congolaise. Après s'être vu tourner le dos par les institutions financières internationales, le Congo venait de perdre son droit de vote au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Que vous inspire cette déchéance-là? Déjà, cette déchéance n'est pas liée au montant. Le montant, comme il a pu être publié, est dérisoire en réalité. Donc, ce n'est pas une affaire de manque d'argent, mais plutôt les institutions internationales qui, dans une procédure pour pouvoir protéger le Conseil des Nations Unies du prochain vote en faveur de l'Iran qui, en ce moment, a déclaré vouloir réenrichir son uranium, il fallait, pour ces différentes institutions, trouver un subterfuge pour mettre sur la touche les pays susceptibles de voter avec l'Iran. Et récemment, donc c'était au mois de décembre, si ma mémoire est bonne, un ambassadeur de l'Iran a été accrédité au Congo et des rencontres de haut niveau ont eu lieu entre le régime iranien, le régime des Mollahs et le régime de Brazzaville. Et là, vous avez le cœur même du système diplomatico-mafieux du régime Sassou Nguesso il s'agit en fait de vendre, de troquer le vote du Congo en faveur de régimes plus ou moins autoritaires. Et vous voyez dans la liste des pays qui ont été empêchés, il y a notamment le Venezuela, il y en a quelques autres. Ce ne sont pas des régimes vraiment connus pour leur amour des droits humains. Et quel impact peut avoir une telle décision sur le Congo? Normalement, aucun impact réel, sauf que, pour l'instant, on pourra dire que cette pratique mafieuse du régime de troquer le vote de l'État congolais contre une manne financière, et vous avez vu la dernière séance des Nations Unies, le régime congolais appelait à la levée de l'embargo pour Cuba, et évidemment, en retour, le régime de Brazzaville espérait avoir quelques dividendes, sinon quelques aides de la part du régime cubain. Donc, évidemment que ce troc fait au nom de la République congolaise n'aura pas lieu le temps de la suspension, mais rapidement, vous verrez que les Mollahs vont s'organiser pour payer
ce que doit le Congo afin de pouvoir bénéficier de ce vote-là. Revenons sur vos activités politiques. Le 18 juin 2019, vous annonciez votre candidature, l'intention de candidature à l'élection présidentielle de mars prochain. 3 mois avant cette élection, vous avez renoncé. Est-ce qu'on peut comprendre le pourquoi? Déjà, le pourquoi, je l'explique en long et en large de la déclaration qui a été faite à ce sujet. Donc, on se base d'abord sur une analyse du terrain. Nous avons travaillé longtemps et nous avons eu une situation de prisonniers politiques durant une année entière où il a fallu ferrailler afin de pouvoir non seulement les soutenir, mais trouver une solution afin de les faire libérer puisqu'ils étaient accusés d'atteinte à la sécurité de l'État. Ensuite, il y a eu la pandémie de Covid qui, évidemment, a rebattu un peu les cartes dans notre capacité à nous déployer pour pouvoir chercher des partenaires, chercher des soutiens et avoir, comme on dit, la surface nécessaire pour affronter ce qui était en face. Et enfin, il y a cette nécessité pour nous toujours de garder une forme de lucidité, de se dire que nous ne cherchons pas le martyre, mais nous cherchons le moyen le plus efficace d'obtenir la démocratie en République du Congo. Et à ce moment-là, cette façon de faire n'était pas la plus indiquée. Et donc, avec mes collaborateurs, avec mes amis, ceux qui sont autour de moi, nous avons pris cette décision lourde, mais nécessaire pour pouvoir travailler, comme nous l'avons expliqué, à essayer d'aller vers une candidature majoritaire, sinon unique, parce que nous continuons à croire que l'élection reste le meilleur moyen de mobilisation des populations congolaises autour de l'idéal démocratique. Est-ce que le fait d'avoir annoncé cette candidature n'était pas une façon de reconnaître un peu les institutions issues de ce régime que vous avez longtemps condamné ou dénoncé? Non, je pourrais vous faire un exemple subtil pour déplacer le débat. Est-ce que parce que ces institutions sont celles qu'elles sont, vous n'allez pas déclarer votre enfant s'il naît sur le territoire congolais? Vous allez le déclarer pour qu'il ait son acte de naissance. Ces institutions n'appartiennent pas à ce régime. Et je l'explique et je le redis à chaque fois, le droit de vote, le droit d'être candidat est un droit. Et comme tous les droits, il faut l'exercer. Un droit qu'on n'exerce pas s'atrophie et nous est ôté. Donc en faisant candidature, nous faisons un acte juridique qui nous permet de dire nous sommes citoyens et peu importe ce que vous allez essayer de faire, c'est notre droit. De manière pas à reconnaître, parce que c'est pas une reconnaissance tacite ou quoi que ce soit. Non, c'est une manière de revendiquer nos droits. Aussi bien quand vous allez manifester, vous revendiquez vos droits, aussi bien quand vous êtes candidat, vous revendiquez votre droit à l'être. Après, évidemment, les vicissitudes du régime feront qu'on essaiera de vous empêcher. Et le fait qu'on essaie de vous empêcher montre que ce que craint plus ce régime, c'est des Congolais conscients de leurs droits et de leurs devoirs. En revanche, si vous restez passif ou simplement vous les laissez faire ce qu'ils veulent dans leur coin, ils sont heureux parce que c'est la seule manière pour eux de dire de toute façon, ces gens-là ne veulent pas participer. Alors il faut les mettre devant le fait accompli. Ce pays n'est pas le leur. Ils ne sont pas seuls dans ce pays et il faut exercer nos droits et cette candidature était une manière d'exercer notre droit à l'être. Et maintenant que vous avez renoncé, qu'entendez-vous faire? Composer avec les autres candidats qui iront jusqu'au bout? Tout à fait. Nous l'avions fait en 2016 en aidant la plateforme de l'opposition. Nous allons continuer à aider toutes les forces de progrès du pays, aussi petites soient-elles, aussi différentes soient-elles, afin évidemment de continuer à chercher à construire ce momentum où évidemment nous arriverions, en tout cas en tant que Congolais, à nous rassembler autour de l'essentiel qui est l'avenir de notre République. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ou refusent de voir que le pays est dans une situation chaotique, de faillite extrême. Et nous ne vivons pas dans une île. Je vous ai parlé récemment de l'intérêt de l'Iran pour le Congo, mais on pourrait parler de l'intérêt de la Turquie pour le Congo, ou encore de l'intérêt des Chinois pour le Congo. Tout le monde a un intérêt pour le Congo, sauf finalement les Congolais eux-mêmes et leur opposition. Donc à un moment donné, il faut se recentrer autour de l'essentiel et évidemment essayer de faire en sorte que idéologiquement, on dépasse les clivages ethniques. Et les gens pensent que les mêmes causes ont les mêmes effets. Comment êtes-vous arrivé à croire par une élection? Mais justement, quand les gens disent ça, ils restent, comme on dit, à la surface des choses. En France, même en France, ici où je suis, les gens dans les rues parfois manifestent en disant « élection piège à con ». On peut le dire, sauter sur sa chaise, mais le régime en face déroulera sa machine. Il faut construire le rapport de force. Or, les Congolais nous ont montré, au cours des 5 dernières années, que la mobilisation sociale ne les intéressait pas. Il y a eu des grèves et n'ont jamais été suivies. Il y a eu des manifestations et n'ont jamais dépassé la 20aine de personnes. En revanche, ce que nous a appris l'élection de 2016,
c'est que sur un motif électoral, les Congolais sortent par milliers. Or, depuis, on ne les a pas vus sortir par milliers. En 2015, on a encore vu que sur un motif électoral, ils sont sortis par centaines de milliers. Mais depuis, ils ne sont pas sortis. C'est-à-dire que tout ce qui est secondaire pour eux, le social et même le sécuritaire, ne les intéresse pas. Une jeune fille est tuée à Nkayi, il y a une manif, mais au-delà de ça, rien. En revanche, pour l'élection, des centaines de milliers de Congolais sur l'ensemble du territoire étaient sortis. Donc, le motif électoral est un motif de mobilisation. Maintenant, ceux qui disent les mêmes causes produisent les mêmes effets sont des défaitistes. Oui, les mêmes causes produisent les mêmes effets si ce sont à chaque fois les mêmes méthodes qui sont utilisées. Or, entre 2016 et aujourd'hui, vous l'avez dit en introduction, le pays a connu une crise majeure économique, une crise majeure avec le FMI, et cela n'est pas l'opération du Saint-Esprit. Il y a un travail collectif de tout un chacun qui a été mené dans ce sens. Donc, la situation de toute puissance du régime Sassou n'est plus la même. Aujourd'hui, par rapport à 2016, il est beaucoup plus faible. Maintenant, il y a une conscience de cette faiblesse, mais je pourrais vous le dire, il y a des agendas différents des uns et des autres, et c'est ce qui bloque le plus la machine. Que pensez-vous donc des partisans de la désobéissance civile? Je suis un grand démocrate. Ils ont le droit de vouloir ça, ils ont le droit d'y persévérer, et je m'astreins toujours, si vous avez remarqué, à une forme de rigueur intellectuelle, de ne pas critiquer les options des autres pour les critiquer, sauf si j'ai mieux à proposer. Donc, s'ils ont trouvé que c'est ce qu'il fallait, je dis c'est ce qu'il faut pour eux et je les encourage dans cette voie. En revanche, déconnecter cela du calendrier électoral, pour moi, reste une erreur majeure parce que la meilleure forme de mobilisation, en tout cas dans la société congolaise, reste le motif électoral. Est-ce que c'est un secret de savoir quel est le candidat que vous allez soutenir à cette élection 2021? Je peux le dire simplement, je n'en ai pas encore, vu que tout un chacun n'a pas encore déroulé son programme et ses intentions. Mais je vous ai bien parlé de ces agendas différents. Il y a un agenda de la démocratie au Congo qui n'est pas démocrate en réalité. Il y a une forme d'opposition qui n'est pas démocrate en réalité. C'est une opposition génocidaire depuis le passé, qui a des objectifs de scission ou des objectifs de massacre des ethnies mboshi. Et pour elle, la démocratie, c'est le fait majoritaire du nombre. C'est pas le fait majoritaire des idées. C'est nous sommes les plus nombreux. Et tant que l'impensé politique congolais reste bloqué par cette notion, ben vous avez des gens que j'appelle aussi les extrémistes d'en face, donc les faucons du régime PCT, qui eux, c'est la dictature de la minorité. Donc vous avez en fait deux camps, deux dictatures qui s'affrontent l'une en face de l'autre, et au milieu, les démocrates que nous essayons d'être, nous sommes pris au piège par ces deux opinions qui ne peuvent pas cohabiter, qui normalement devraient être expulsées de la vie politique congolaise, mais ce sera un travail de longue haleine. Alors, à l'opposé de votre décision, vous avez renoncé. Denis Sassou Nguesso, lui, a confirmé sa candidature. Un de ces jours, je sais que vous suivez l'actualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une candidature de trop pour lui, pour concourir à un mandat de trop, ou il a aussi le droit, puisque vous parlez de la démocratie, de respect des idées? Non, mais justement, donc il y a deux niveaux que je pourrais faire à votre réponse. Du point de vue purement juridique, du point de vue purement institutionnel, du point de vue purement idéologique, démocratique, c'est son droit. Il a le droit d'être candidat. Il a tué pour cela. Il a changé la constitution pour cela. Il n'y a aucun obstacle à sa candidature, ni par l'âge, ni par le niveau d'expérience professionnelle, ni par la localisation, ni par la nationalité. Donc, nous sommes, comme on dit, aveugles à la réalité subjective de sa personne. En tant que citoyen congolais, il a le droit d'être candidat. En revanche, c'est aux Congolais, et c'est là où le bas blesse, c'est aux Congolais d'être responsables et de sanctionner son bilan, de sanctionner son attitude, de sanctionner ses meurtres, de sanctionner ses détournements. Il peut être candidat, mais si les Congolais, y compris ceux qui disent être de sa majorité, qui le soutiennent, ne comprennent pas qu'il est devenu un danger pour l'unité même du pays, ben c'est eux qui portent le poids, la responsabilité du fait que ce monsieur s'entête à être candidat. Dans un pays normal, dans un parti qui aurait été normal, et il faut le dire, le PCT en ce sens n'est pas un parti démocratique, cet individu n'aurait jamais été candidat.
Alors, reconnaître qu'il a le droit, évidemment, de se présenter, cela relève, bien entendu, et conforme à la Constitution du 15 Exactement. octobre 2015. Est-ce que c'est une façon de capituler désormais cette affaire de la Constitution violée et passée? Non, c'est pas une manière de capituler. C'est pourquoi je voulais parler d'une forme de refus d'un romantisme pour le romantisme. On peut sauter sur sa chaise, dire on reconnaît pas, on reconnaît pas, on reconnaît pas, mais quand ils viennent ici en Europe ou quand ils négocient avec les FMI, ils négocient au nom de tous, avec le logo du Congo à côté et les institutions congolaises pour eux. En revanche, dans le programme que nous avions mis, nous avions dit que même dans cette constitution, il y avait des éléments positifs. En tant que démocrate, je ne peux que me satisfaire de l'abolition de la peine de mort, même si je sais que c'est un artifice qu'ils ont ajouté pour avoir l'assentiment de Paris et de M. Badinter. Dans la constitution, ils prônent la parité homme-femme. En tant que démocrate, je peux que me satisfaire d'un traitement égal des femmes congolaises par rapport aux hommes. En revanche, dans la même constitution, on valide l'impunité du chef de l'État, peu importe les crimes, peu importe les façons. En tant que démocrate, je ne peux que dénoncer cette disposition de la Constitution. Donc, il ne faut pas jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Cette Constitution est mauvaise en certains points, mais elle a inclus des avancées. Et nous disions, nous voulons garder les avancées, mais repartir vers le peuple pour que ce ne soit plus une Constitution imposée par la force, au forceps, et dans le sang, mais que ce soit quelque chose de débattu, de discuté jusqu'à l'échelon du village, du canton congolais, afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus organique. Donc c'est ça la responsabilité, en tout cas, c'est la forme de rectitude que nous essayons d'avoir. En revanche, si nous nous mettons dans une attitude jusqu'au boutiste, en disant c'est l'impur, c'est le diable. Or, le diable n'a pas de place dans la rationalité politique. En revanche, le diable, on s'assied même avec lui pour négocier les termes de la paix. Parce que tôt ou tard, dans n'importe quelle guerre, on s'assoit face à son ennemi pour discuter les termes de la paix. Nous n'en sommes pas encore là, parce que le rapport de force n'a pas atteint ce niveau, mais tôt ou tard, il faut l'inclure dans cette responsabilité politique que même les Européens, à l'époque nazie, s'étaient assis face aux tenants du Reich pour signer la paix. Donc, tôt ou tard, on s'assiera pour signer la paix au profit des populations congolaises. Alors, revenons à la nouvelle pandémie. Tu le sais très bien que le monde est secoué par la nouvelle pandémie, la COVID-19. Et au Congo, évidemment, quelques mesures ont été prises. Nous savons également que le 25 décembre et le 31 décembre, les Congolais ont été interdits de manifester. Un couvre-feu avait été imposé, mais curieusement, on voit donc Denis Sassou Nguesso le jour même où il a pris acte de sa candidature, être entouré des foules en violation des mesures barrières. Lui qui est censé être le numéro 1, donc le premier responsable de la lutte contre cette pandémie au Congo-Brazzaville. Ces images m'inspirent ce qui est dans le rapport Sassoufi, c'est le double standard. La loi pour les autres, l'impunité pour moi. Donc c'est un grand classique des régimes autoritaires et totalitaires. La loi ne s'applique que sur les faibles et que sur ceux qui ne sont pas au pouvoir. C'est assez déplorable, mais de toute façon, c'est encore à nouveau ce que j'essaie de vous dire, c'est d'abord aux populations de prendre conscience. Quand vous êtes dans une situation de misère extrême comme les populations congolaises et que malheureusement vous êtes prêts à vendre votre dignité pour vous mobiliser pour des clopinettes et aller même risquer votre vie, donc la peur du virus n'existe plus, pour aller acclamer en fait celui qui vous martyrise, c'est d'abord la responsabilité de la civilité des Congolais. Sommes-nous citoyens? Sommes-nous civiques? Nous ne voyons pas de tels phénomènes dans d'autres pays qui pourtant traversent des moments aussi parfois difficiles que les nôtres. Je pourrais prendre le cas du Sénégal que je connais très bien. La mobilisation citoyenne au Sénégal fonctionne. Le Burkina Faso est un exemple fabuleux. Plus proche de nous, en RDC, nous avons vu que les populations capables de se mobiliser pour refuser une forme d'indignité. Mais au Congo, nous avons une forme de facilité où les gens disent « c'est notre argent, allons quand même le manger ». Bon. Qu'ils aillent prendre l'argent, je veux bien, mais qu'ils y restent pour se contaminer, c'est autre chose. Donc, vous voyez très bien que c'est d'abord la conscience citoyenne congolaise qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être dans les conditions dans lesquelles est le pays. Mais je crois que c'est l'État qui devrait aussi protéger ses populations, non? Mais on a bien dit que ces autorités ont des objectifs politiciens. Vous n'attendez quoi d'eux? Ils font ce pourquoi ils sont là, demeurer au pouvoir. Ils sont dans leur logique. C'est plutôt nous, en tant que citoyens, nous, en tant que Congolais, qui devons nous interroger face à cette espèce de comportement, de laxisme, face à notre propre vie, face à un virus qui est très mortel et s'exposer pour aller acclamer quelqu'un qui a mis le pays en faillite 3 reprises et bientôt une 4e fois. C'est d'abord à nous-mêmes de nous poser la question. Lui, il fait ce qu'il doit faire pour y rester. On remarque qu'il y réussit.
avec la complicité des Congolais eux-mêmes. Alors, quelqu'un qui a mis donc en faillite toute une nation, vous l'avez dit, un état de lieu, vous l'avez fait pour le Congo pendant qu'on va déjà aux élections là. Certainement que cela vous permettra également d'adresser un message à l'endroit des jeunes Congolais qui vous suivent, qui comptera bien sûr pour un mot de la fin. Notre message reste le même. Soyez civiques et autant, comme je vous l'ai dit, vous allez enregistrer votre enfant quand il naît, c'est votre droit. Autant vous inscrire sur la liste électorale, c'est votre droit. Il faut vous inscrire massivement parce que la seule chose que craint ce régime, c'est la mobilisation. Et la première des mobilisations, c'est de s'inscrire. Ensuite, c'est de voter selon son cœur. Et une fois qu'on vous a volé votre vote, c'est de défendre votre vote. Donc, c'est un processus d'indignation qui commence par l'inscription. Vous vous êtes inscrit, vous avez fait l'effort de vous déplacer, donc vous êtes déjà beaucoup plus mobilisé que quelqu'un qui est resté chez lui dans une forme de fatalisme et dire rien ne va jamais changer, restons tranquilles, dormons. Or, celui qui dit je vais quand même aller jusqu'au bout du processus, et une fois que le processus est complètement violé, devant Dieu, devant les institutions, devant la logique même, il a le droit absolu à la désobéissance puisque le préambule de la Déclaration internationale universelle des droits humains et des citoyens le dit très bien. Quand les lois injustes dominent et que l'injustice devient la règle, le citoyen a droit à la révolte face à la tyrannie. Donc, la révolte face à la tyrannie est toujours le dernier recours, mais avant d'arriver à ce dernier recours, la mobilisation citoyenne et notre mot de la fin, en tout cas moi, c'est celui de continuer à appeler à l'unité des forces de l'opposition dans toute leur pluralité, parce que ce n'est qu'en étant un bloc uni qu'on pourra vaincre le régime en face. J'attendais plutôt que vous nous fassiez le petit tableau que vous avez constaté du Congo actuel, parce qu'on nous dit un peuple bien informé est celui qui est bien préparé pour prendre une bonne décision. Qu'est-ce que vous avez noté du dernier mandat, j'allais dire, en fait? Bon, je dirais que le peuple est informé, mais il y a une forme de fracture ethnique qui est profonde et qui n'arrive pas à se résorber. Et nous le redirons jamais assez. Il y a deux formes de totalitarisme au Congo. Il y a celui qu'on connaît très bien du régime actuel, mais il existe dans notre propre opposition des forces génocidaires, des forces sécessionnistes, et en face, au niveau du PCT, au niveau du pouvoir, vous avez les mêmes forces qui, elles, sont des forces minoritaires qui ont pour unique objectif de rester au pouvoir, y compris au détriment de la vie des autres compatriotes. Donc, nous sommes en fait entre deux feux, et en tant que démocrates, c'est assez difficile, mais nous devons faire émerger ce courant responsable et démocratique au milieu de tout ça, afin de pouvoir, je l'espère un jour, obtenir la liberté pour notre pays. Merci, monsieur Andrea Papus Gombe, d'avoir accepté notre invitation. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir consacré une fois de plus votre temps si précieux. Je vous retrouve donc très prochainement, mais en attendant, portez-vous bien. Merci. Audio Jungle.